Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau staff de médecine polyvalente qui durera comme d'habitude de 13 à 14 heures. Je rappelle pour les nouveaux arrivants et comme vous êtes assez nombreux à nous avoir envoyé des mails, je ne sais pas si vous êtes déjà connectés. Je vous rappelle rapidement le principe de ces staffs. Ils ont lieu environ 8 fois par an, toujours 1 heure, toujours 2 thématiques, environ 20 minutes de présentation, 5 à 10 minutes de questions. Un jeudi idéalement, souvent le dernier jeudi du mois. Les présentations sont enregistrées et Maxime Moulin, que je remercie, vous fait un petit montage pour que vous puissiez les retrouver sur la chaîne YouTube qui est en accès gratuit et vous pouvez vous abonner. Vous êtes déjà pas loin de 300, je crois, abonnés. Et vous pouvez également télécharger les présentations sur le site de la Société française de médecine polyvalente. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos idées sur l'adresse des staffs de médecine polyvalente, d'orateurs, d'idées pour qu'on établisse le programme qui colle le plus à votre pratique. Si vous souhaitez rejoindre un petit peu la petite équipe qu'on a montée depuis quelques mois avec Maxime et Ludo notamment, n'hésitez pas à faire un petit mail. On pourrait tout à fait se partager quelques petites tâches. L'idée, c'est que ce soit pas du tout chronophage, le minimum chronophage. Donc voilà, l'envoi des mails, d'éventuelles communications, on pourrait tout à fait aller solliciter dans des régions, des centres hospitaliers, de services de médecine polyvalente pour qu'ils puissent y assister s'ils le souhaitent. Je remercie Ludo, bien sûr, pour les présentations. Aujourd'hui, on a 2 invités, 2 thématiques. La première invitée est le docteur Messonnier-Vanina, qui est interniste infectiologue à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon et en transition vers l'hôpital universitaire de Genève, où elle est déjà présentement, on va dire. Elle est membre de la Société française d'infectiologie et elle va parler des durées d'antibiothérapie, des nouvelles durées d'antibiothérapie et des nouveautés sur l'antibiogramme. On aura ensuite le professeur Perron de Toulouse pour vous parler des hémorragies digestives en salle. Alors, merci de me donner la parole aujourd'hui et en effet, je vais vous parler de 2 sujets, donc je vais essayer d'aller droit au but parce que, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps et je vais commencer notamment sur les durées optimisées des traitements antibiotiques, des recommandations qui ont été publiées par la SPILF et le GEPIP, en 2021. Alors pourquoi s'intéresser aux durées de traitement? Alors bien sûr, on sait que plus le traitement est court, mieux est l'observance, moins d'effets secondaires, ça coûte moins cher, mais aussi ça permet une réduction de la consommation antibiotique. Ça, on espère, même si c'est difficile à prouver, ça réduit l'impact sur la flore commensale et notamment le microbiote intestinal. Et ce qu'on a qui est plus difficile à prouver, c'est que ça permet de diminuer l'émergence des bactéries multirésistantes. Alors, quelques données sur la consommation des antibiotiques. Alors ça, c'est des données de la NSM de 2021 qui montrent, quand vous voyez le tableau en haut à droite, en dehors de l'année 2020 qui est quand même particulière, quand même une diminution de la consommation des antibiotiques progressive en ville, qui est qui est moins marquée à l'hôpital, sachant que la France quand même reste un mauvais élève dans les pays européens concernant sa consommation des antibiotiques. Pardon. Ensuite, si on regarde l'évolution de la résistance, notamment chez E. coli, en santé humaine sur les courbes de gauche, on voit que la résistance de Escherichia coli aux céphalosporines de 3e génération est plus importante à l'hôpital, mais aussi en EHPAD par rapport à la ville, que ça a quand même une tendance à diminuer depuis 2016 et puis voilà 2019-2020, peut-être à remonter un peu, il faut encore attendre, hein, pour voir si ça se confirme. La résistance de Escherichia coli au quinolone a quand même significativement diminué dans les EHPAD, qui est une très bonne chose. À l'hôpital et en ville, c'est plutôt stable, à surveiller. Si on regarde l'incidence des infections à bactéries multirésistantes en établissement de santé, là, c'est des données juste sur les 2 dernières années. Ça ne baisse pas. Alors, on peut dire que ça augmente un petit peu. Là, on voit 53 cas, 55 cas pour 100 000 journées d'hospitalisation pour les entérobactéries productrices de BLSE et pour les entérobactéries productrices de carbapénémase. En tout cas, ça ne baisse pas et c'est très surveillé.
Enfin, pour les infections associées aux soins et les infections à BHRE, notamment les entérobactéries productrices de carbapénémase, si on fait abstraction de l'année 2020, qui est une année particulière liée au Covid, on voit quand même qu'il y a une augmentation constante de ces infections à germes très hautement résistants. Pareil pour l'entérocoque résistant aux glycopeptides, même si la proportion est moins importante. Donc, en tout cas, voilà, peut-être que le lien, on ne l'a pas complètement prouvé, mais les antibiotiques sont grandement consommés en France et les bactéries multirésistantes sont de plus en plus présentes. Donc, qu'est-ce qu'a fait notamment le ministère de la Santé, la Société française de pathologie infectieuse? Ils ont proposé tout d'abord des fiches de bonne prescription d'antibiotiques pour réduire les antibiothérapies inutiles ou inappropriées et proposer de réduire la durée de traitement antibiotique, en tout cas pour pour les infections bactériennes les plus courantes. Pour cela, il y a eu un groupe de travail pour établir des recommandations avec les infectiologues adultes et les pédiatres pour proposer des durées optimisées de traitement antibiotique, donc que vous connaissez probablement déjà, puisqu'elle date déjà d'il y a d'un an. Donc, il ne faut pas hésiter à les voir et les revoir, mais je voulais vous parler un peu de la méthodologie qui avait été utilisée, parce qu'il y avait déjà des recommandations de 2017. Donc, il y a une nouvelle revue de la littérature qui a été faite depuis 2015 sur les sujets déjà abordés, sinon depuis une revue plus ancienne pour ceux qui n'avaient pas été abordés en 2017, avec surtout, et je dis pour moi en tant qu'infectiologue et qui est enseignante pour les antibiothérapies, je trouve que le point le plus important, c'est une seule durée de traitement. Donc, on voit dans toutes les recommandations de prescription d'antibiotiques françaises ou dans d'autres pays, très souvent, il y a des fourchettes de traitement qui sont proposées. Et donc, est-ce qu'il faut prendre la plus courte ou la plus longue? Donc, je pense que c'est un très bon point pour le bon usage et la bonne prescription des antibiotiques. Une seule durée de traitement qui est proposée, bien sûr, pour les situations courantes et pour des patients qui ont une évolution favorable. Alors, je ne vais pas vous faire tout le listing parce qu'il y a beaucoup d'infections qui sont précisées, de traitements d'infections qui sont précisés. Donc, je voulais parler de la pneumonie, qui est quand même une infection fréquente, notamment à l'hôpital. Pneumonie aiguë communautaire, où il y a une durée de traitement des propositions de durée de traitement qui ne cessent de diminuer en temps, et notamment une durée de 5 jours qui était proposée dans les dernières recommandations, mais finalement qui ont même été proposées à 3 jours suite à la publication de l'étude de Aurélien Dine qui comparait 3 jours versus 8 jours de Augmentin. Bien sûr, pour des pneumonies non graves chez les patients non immunodéprimés, quand il ne s'agissait pas d'un germe intracellulaire, hors contexte d'inhalation, pleurésie, bronchopathie chronique. Donc, si évolution favorable, on peut ne traiter que 3 jours une pneumonie aiguë communautaire, et sinon 7 jours maximum, comme c'est précisé dans ces recommandations. Une durée de 7 jours également qui est proposée pour les pneumonies associées aux soins ou sur ventilation mécanique. Et enfin, l'exacerbation de BPCO qui nécessite une antibiothérapie, celle-ci doit être de 5 jours maximum. Pour les pyélonéphrite, c'est des durées que vous connaissez, qui étaient déjà dans les recommandations du traitement des infections urinaires publiées par la SPILF en 2017, si je ne me trompe pas, avec 7 jours de traitement si c'est traité par fluoroquinolone, Péros ou bêta-lactamine injectable, sinon 10 jours. Avant, on était 10 à 14 jours, maintenant c'est bien 10 jours. Avec, si c'est une pyélonéphrite à risque de complications ou associée aux soins, une durée également de 10 jours. La prostatite, c'est toujours 14 jours. Et donc, je peux vous parler de l'essai ProstaShort qui est terminé, qui était un essai prospectif randomisé multicentrique en France contre placebo, c'est-à-dire que c'était 7 jours, ça comparait un traitement de 14 jours, qui est le traitement de référence, par ofloxacine pour des prostatites aiguës à entérobactéries sensibles au quinolone, qui pouvaient avoir été traitées initialement par céphalosporine de 3e génération. Donc, il comparait 14 jours de traitement versus 7 jours. Et malheureusement, puisqu'on aurait bien aimé traiter moins longtemps les prostatites, malheureusement, la non-infériorité n'a pas été démontrée. Donc, pour les prostatites aiguës, donc les infections urinaires fébriles de l'homme, on reste sur une durée de 14 jours.
Enfin, je voulais vous parler des bactériémies qui sont très fréquentes à l'hôpital. Primaire non compliquée, donc là, selon la bactérie isolée, la durée de traitement va être différente, mais pour la plupart, ça sera de 7 jours pour les grammes négatifs, streptocoque, entérocoque. En revanche, pour le staphylocoque doré, on reste toujours sur une durée de 14 jours. Pour les bactériémies liées aux cathéters veineux centraux et notamment les infections de chambre implantable, donc après ablation du cathéter central de la chambre et une première hémoculture négative, on peut ne traiter que 3 jours en cas de staphylocoque à coagulase négative. Alors attention, il faut bien qu'il y ait initialement une hémoculture positive. Il ne s'agit pas juste d'une culture de la chambre ou une culture du cathéter central, c'est une hémoculture prélevée sur le cathéter. 7 jours en cas de streptocoque, entérocoque, gram négatif, et on reste toujours sur 14 jours pour le staphylocoque doré et les levures, prolongés en cas de thrombose veineuse septique. Il y a aussi une proposition de verrou antibiotique si on veut tenter de garder le cathéter et notamment la chambre implantable. Alors, on encourage toujours, en tout cas quand on donne un avis, quand les infectiologues sont appelés, je vous encourage à enlever le matériel étranger si c'est possible, et notamment la chambre implantable, et que le verrou doit quand même toujours rester une solution de dernier recours. Et vous avez d'ailleurs une publication dans ID Now, donc une publication qui sont aussi présentes sur le site de la SPILF, sur la gestion justement de ces verrous antibiotiques, avec toutes les modalités d'administration qui sont très claires, je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la SPILF, documents recommandations. Vous avez les fiches, notamment mémos qui ont été faites par l'HAS, la SPILF et le GPIP, et vous avez les publications sur les recommandations de la durée de traitement, mais aussi ce dont je vous parlais, des recommandations par exemple des verrous antibiotiques et toutes les autres recommandations pour la bonne prescription des antibiotiques selon les infections, donc n'hésitez pas. Tout de suite enchaîner sur le nouveau rendu des antibiogrammes et qu'est-ce que ça implique pour les cliniciens, pour nous prescripteurs d'antibiogrammes. Donc comme vous êtes au courant, vous devez être déjà au courant suite aux nouveaux rendus qui ont été mis en place en France suite aux nouvelles recommandations de l'ECAST en 2018-2019. Anciennement sur un antibiogramme, donc il y avait une liste antibiotique pour une bactérie avec des antibiotiques qui étaient rendus sensibles. En fait, c'est la bactérie qui était sensible à cet antibiotique ou résistant donc à l'antibiotique, donc forte probabilité d'échec. Et puis, il y avait cette zone intermédiaire que vous connaissez tous par cette lettre I, qui, pour nous cliniciens prescripteurs, c'était, on appelait ça un I comme intermédiaire et surtout I comme incertitude, savoir si, surtout se dire que de toute façon, ça n'allait pas marcher, il y avait un gros risque d'échec et donc on n'allait pas l'utiliser. Il faut savoir qu'en fait, ce intermédiaire, ça voulait déjà dire qu'il y avait une possibilité de succès thérapeutique en cas de forte exposition à l'antibiotique. Et c'est une notion finalement qu'on connaissait peu auparavant et maintenant, avec le nouveau rendu, on commence enfin à parler à sensible à forte posologie. Donc, le nouveau rendu d'antibiogramme, c'est toujours sensible à posologie standard, résistant, forte probabilité d'échec, même si on met à posologie standard ou forte posologie. Et puis, il y a cette nouvelle notion de sensible à forte posologie qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas, pour nous cliniciens, moi je m'inclus dedans, qui est nouvelle. Donc, sensible à forte posologie. Donc, pour les différentes CMI d'un germe qui sont données là, pour des CMI très bas, c'est sensible, des CMI élevés, c'est résistant. Et puis, il y a cette zone. Si on utilise de fortes posologies, notamment on augmente les posologies unitaires, on augmente le nombre de prises, notamment pour les antibiotiques comme les bêta-lactamines qui sont temps dépendants, on s'assure d'une bonne biodisponibilité, ou si on utilise une posologie standard, mais on sait qu'avec cette posologie, la concentration de l'antibiotique au niveau du site infectieux sera très élevée, notamment dans les urines. Pardon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voyez sur le côté gauche, là, vous avez les CMI d'une bactérie qui sont rendus et la probabilité d'atteindre la cible.
donc d'avoir un succès thérapeutique. Par exemple, si la CMI est à 2, on voit qu'avec une posologie standard, la courbe bleue, eh bien, on n'a que 40% de probabilité d'atteindre notre cible, donc d'être efficace. En revanche, si on utilise une forte posologie de l'antibiotique, eh bien là, on remonte à presque 100% d'efficacité, de probabilité d'efficacité. Donc, la posologie qu'on va utiliser va changer de façon significative la probabilité de succès thérapeutique. En cas d'antibiotiques naturellement concentrés sur le site infectieux, notamment dans les urines, même une posologie standard, vu la concentration élevée au niveau, par exemple, de la vessie, ça nous permet d'utiliser, même pour des bactéries qui seraient un peu moins sensibles, ça nous permet d'utiliser des posologies standards. Donc, qu'est-ce que ça change? Là, vous voyez au niveau des concentrations critiques qui nous sont données par le CAST et par le CASFM, le comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie. Avant, on avait un Pseudomonas, par exemple, qui avait une concentration critique, si elle était inférieure à 16, était rendu sensible, supérieure à 16, résistant. Et puis maintenant, en fait, inférieur à 0,01, c'est sensible, supérieur à 16, c'est résistant. Puis il y a cette zone d'incertitude thérapeutique, et finalement cette zone où la posologie utilisée va pouvoir va entraîner, excusez-moi, une bactéricidie et une efficacité plus importante si celle-ci est augmentée, notamment pour des concentrations qui peuvent être limites in vitro. Pareil pour les céphalosporines, quand on voit pour les CMIA 8, entre 0,01 et 8, il y a toujours cette zone où, dans ces cas-là, maintenant, ça peut être rendu comme sensible à forte posologie. De ces nouvelles concentrations critiques rendues, des posologies standards et fortes posologies ont été proposées. Par exemple, pour la piperacilline tazobactam, qui était proposée en posologie standard à 3 fois par jour, forte posologie, ça sera 4 fois par jour, ce qui permettra d'avoir une probabilité de forte probabilité de succès thérapeutique. Et cela a été fait en fait pour plusieurs antibiotiques, mais quand on prend le cas particulier du Pseudomonas, avec cette zone d'incertitude entre la concentration critique où c'est rendu sensible et la concentration où c'est rendu résistant, il y a cette zone qui est rendue I. Donc là, je vous l'ai expliqué, puis on va revenir dessus, c'est en fait sensible à forte posologie. Le problème qu'on a eu, on s'est rendu compte, c'est que ces nouveaux rendus, c'était marqué I, toujours, donc pour nous c'est intermédiaire comme avant, et puis en commentaire, c'était marqué sensible à forte posologie. Mais ce nouveau rendu, finalement, n'a pas été accompagné d'une communication suffisante, en tout cas, pour bien lire ces antibiogrammes. Ce qui a engendré, on s'est rendu compte, notamment dans cette étude qui a été faite à Lausanne, ils ont regardé la prise en charge des infections à Pseudomonas aeruginosa sensibles aux bêta-lactamines. Et on s'est rendu compte qu'avec ce nouveau rendu d'antibiogramme, finalement, il y a eu une surprescription de carbapénem, puisque quand on voit cet antibiogramme, eh ben, on se dit on va aller directement à la molécule qui est rendue S, méropenem, alors que finalement, c'est les mêmes antibiotiques qu'on utilisait avant qui étaient rendus sensibles, mais maintenant c'est rendu I sensible à forte posologie et il y a eu une préférence des cliniciens pour s'assurer d'un succès thérapeutique pour le méropenem, en tout cas dans certains cas. Et là, on voit avant la publication de ces nouvelles recommandations, ce nouveau rendu d'antibiotiques, il y avait 3,4% des patients qui étaient traités par méropenem, quand après les recommandations LEUCAST, il y en avait jusqu'à 30%. Et ça a été montré dans d'autres études, notamment une étude qui a été faite à Henri Mondor, qui a montré exactement la même chose. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, et il faut former peut-être les cliniciens à ces nouveaux outils et à ce nouveau rendu. Alors, là, je vous parlais du Pseudomonas, et en fait, ces fortes posologies sont proposées selon les bactéries, mais aussi selon le couple antibiotique-bactérie. C'est-à-dire, par exemple, pour les entérobactéries, si on est amené à proposer un traitement par thémocilline, là, il faudra utiliser de façon systématique une forte posologie. Pour le staphylocoque et les quinolones,
Également, on pourra proposer une forte posologie. Si on utilise l'imipenem parce qu'on a besoin de traiter, par exemple, une entérobactérie BLSE, mais il y a une infection entérocoque associée, attention, il y a une posologie particulière si on veut couvrir l'entérocoque. Donc, ça nécessite quand même d'aller s'informer et de savoir pour tel antibiotique et telle bactérie, y a-t-il besoin d'une forte posologie si on veut s'assurer d'un succès thérapeutique? Et ça, c'est dans le rendu de l'antibiogramme que c'est écrit. Il faut donc bien s'assurer, selon le rendu de l'antibiogramme de votre établissement ou en ville, de lire les commentaires. En tout cas, quand on s'est rendu compte de pas la lecture adéquate de ce nouveau rendu. Il y a eu un nouveau groupe de travail qui s'est formé avec l'ASPILF, la Société française de microbiologie et la Société française de pharmacologie et thérapeutique, pour essayer justement d'améliorer cet outil et proposer des choses plus précises, en fait, des recommandations plus précises quant aux choix antibiotiques, quant aux posologies, et notamment de s'adapter aux pratiques de prescription d'antibiotiques en France. On se rend compte que selon les pays, ce ne sont pas toujours les mêmes antibiotiques qui sont utilisés pour une infection, pour une bactérie, et pas les mêmes posologies. Par ailleurs, ce groupe de travail a précisé que c'était des posologies qui étaient proposées pour des patients adultes de poids normal, hors insuffisance rénale ou hépatique. Donc, ça veut dire que à partir du moment où on regarde les posologies proposées par le CSFM, il faut bien sûr s'adapter en cas de surpoids, en cas d'insuffisance rénale, mais aussi en cas de choc septique, neutropénie, en cas d'infection particulière ou en cas de site infectieux profond. Par ailleurs, ce groupe de travail a voulu essayer d'optimiser les modalités d'administration des antibiotiques et bien sûr en augmentant les posologies, on pourra être plus bactéricides et en augmentant leur fréquence d'administration, en tout cas pour les bêta-lactamines, mais aussi proposer des modalités d'administration, notamment en seringue électrique, donc en perfusion continue, ce qui n'était pas le cas jusque-là, ce qui n'était pas proposé jusque-là par le CASFM. Par exemple, là, je parlais de l'adaptation des habitudes d'utilisation de certaines posologies, notamment l'amoxicilline, où c'était une posologie à 500 mg qui passait en forte posologie à 750 mg x 3 par jour, alors qu'en France, on utilise quasiment toujours 1 gramme 3 fois par jour, même en posologie standard. Donc là, les dernières recommandations de 2022 SPILF CASFM proposent la même posologie, que ce soit standard ou forte posologie. Pour la piperacilline, où on passait en forte posologie à 4 fois par jour au lieu de 3 fois par jour, là, les dernières recommandations proposent aussi des modalités d'administration en perfusion continue, que ça soit à 12 grammes par jour, ou en perfusion prolongée toutes les 6 heures. Pareil pour le cefepime, avec bien là, je vous disais qu'il y avait des cas particuliers de antibiotiques bactéries. Donc le cefepime, s'il est utilisé pour une infection à Pseudomonas, on peut l'administrer en discontinu, mais toutes les 6 heures, donc 4 fois par jour et pas 3 fois par jour, alors que pour une infection à autre bactéries comme les entérobactéries, on pourra se permettre de faire des perfusions courtes de 2 grammes toutes les 8 heures. Enfin, je vous ai mis le tableau des quinolones. Il faut savoir que tous les antibiotiques sont proposés pour toutes les bactéries si nécessaire. Donc, je vous encourage à lire ce document qui est très bien fait. Et en effet, alors c'est discutable, puis ça peut être discuté aussi dans vos établissements. Et puis, mais voilà, pour les infections à Pseudomonas, où finalement on le faisait déjà, en fait, c'est des posologies qu'on utilisait déjà pour des infections sévères ou des infections notamment à Pseudomonas où on avait déjà l'habitude d'augmenter nos posologies. Et vous voyez la ciprofloxacine, 0,7, donc 750 mg 2 fois par jour pour les infections à Pseudomonas, c'est ce qui est déjà fait habituellement. Mais c'est vrai que pour le staphylocoque, par exemple, c'est proposé aussi d'augmenter les posologies, comme la lévofloxacine à 0,5 mg, 500 mg 2 fois par jour. Encore une fois, c'est précisé que l'utilisation en monothérapie des fluoroquinolones doit être prudente, notamment pour les staphylocoques particulièrement.
En pratique, il y a eu ce changement de catégorisation des résultats des antibiogrammes, cette catégorie sensible à dose standard, sensible à forte posologie, que finalement, pour certaines infections, on utilisait déjà. Quand c'est sensible à forte posologie, et c'est ça qu'il faut retenir, eh ben, c'est sensible, donc ça marche. Il faut juste s'assurer de choisir la bonne posologie. Et donc, c'est très important que ce soit communiqué au prescripteur, que les microbiologistes des établissements s'assurent que les lecteurs d'antibiogrammes, donc les prescripteurs d'antibiotiques, à partir de ces antibiogrammes, sachent interpréter ces nouveaux rendus pour éviter justement d'utiliser à tort des molécules sensibles à très large spectre. Et je terminerai pour conclure, donc en termes de bon usage antibiotique, donc d'abord bien sûr essayer de diminuer au maximum l'exposition aux antibiotiques, et ça passe par le respect des durées recommandées en cas d'évolution favorable. Une bonne interprétation des antibiogrammes, donc éviter les antibiotiques à large spectre, même s'ils sont rendus sensibles, et utiliser des antibiotiques à spectre étroit, mais à posologie optimale, efficace. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait une appropriation des recommandations et des outils d'aide à la bonne prescription des antibiotiques. Et ça passe par la formation continue des prescripteurs. Donc faire appel à vos référents antibiotiques, aux microbiologistes pour faire des formations et refaire des formations, puisqu'on se rend compte que voilà, quand on change d'outil, c'est toujours difficile de se l'approprier et de bien l'utiliser. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Vanina. Merci beaucoup pour ta présentation. Tu es pile poil dans les temps. Ouais. Et malgré le fait que tu aies commencé un petit peu en retard de ma faute, on a 2-3 minutes de questions avant de passer à la seconde présentation. Est-ce que certains souhaitent lever la main, prendre la parole? Oui, Maxime, j'ai vu que tu avais une question. Vas-y. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 questions différentes. Je vais commencer par la première. Au niveau de la durée d'antibiothérapie sur les ostéites, d'une part, où est-ce qu'on en est? Et d'autre part, est-ce qu'il faut, prendre en compte un petit peu l'os et l'étendue de l'os? Parce que si c'est juste une phalange d'un orteil, ou sur un pied diabétique ou autre, enfin, Alors, je sors justement, même si moi je fais plutôt de l'infection osteoarticulaire, donc c'est pas un problème, mais je sors justement j'ai toujours dans ma poche là, ça tient sur une page, les recos de la SPIF sur les durées d'antibiotiques. Donc il y a une page infection osseuse. Il y a pied diabétique, infection osseuse native. Donc, par exemple, ostéite sans amputation, 6 semaines, amputation complète, 48 heures. Ça, c'est pour le pied diabétique, sachant qu'il y a les nouvelles recos qui vont être publiées par la SPILF sur la prise en charge du pied diabétique, qui ont été qui ont fait. Il y a eu une communication orale au JNI la semaine dernière. Et infection osseuse, donc arthrite 4 à 6 semaines selon le germe. Arthrite de la main, ça sera que 14 jours si ça a été excisé chirurgicalement. Et en fait, je dirais qu'en plus des recos, les recommandations, elles sont toujours bien pour traiter, je dirais, 90% des infections, bactériennes notamment. Et dans l'os, il faut vraiment s'adapter à, bien sûr, l'étendue de l'infection osseuse et surtout de l'excision chirurgicale. Est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce qu'elle a été complète? Et la durée de traitement qui en découle va vraiment dépendre de ça. Donc, bien sûr, il y a des recommandations. Notamment, on peut parler des infections de prothèses et de l'étude de Louis Bernard qui a montré que quand il y avait, pour la durée d'antibiothérapie, en cas d'infection de prothèse traitée par excision-lavage, que 12 semaines étaient quand même, il y avait plus de succès thérapeutique avec une durée de 12 semaines plutôt que 6 semaines. Donc ça, c'est une modification récente. Mais voilà, bien sûr, ça dépend, donc c'est aussi du cas par cas, ça dépend de l'étendue locale et de l'excision chirurgicale. merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou j'enchaîne? Vas-y, Maxime. Est-ce que vous pouvez remettre votre diapositive ou juste réexpliquer? J'ai un petit doute. Vous dites qu'il y a certains couples antibiotiques bactériques qui sont forcément à utiliser à haute posologie, notamment je pensais à fluoroquinolone, Staph doré. C'est ça? Ça veut dire que même si c'est rendu sensible sur l'antibiogramme, il faut utiliser la forte posologie si on utilise une quinolone sur un Staph doré?
Alors, c'est ce qui est rendu, mais je suis d'accord, c'est pas vraiment dans nos habitudes et encore, ça dépend parce que je pense à l'os notamment, hein, parce que finalement, un staphylocoque en dehors de l'os, je pense qu'il faut éviter d'utiliser les fluoroquinolones. Ça c'est mon côté bon usage. De toute façon, si on peut épargner les fluoroquinolones, c'est toujours bien. Et pour le staph, je pense qu'on peut. Mais dans les infections osteoarticulaires, on est très fréquemment, c'est un choix antibiotique qu'on utilise très fréquemment, et notamment l'utilisation quinolone rifampicine. Donc, dans l'os, on utilise déjà 500 mg 2 fois par jour, en tout cas dans les centres de référence, mais finalement, les habitudes sont très hétérogènes selon les centres. Mais c'est ce qui est proposé, en tout cas, par les dernières recommandations de l'ECAST et de la Société française de microbio et la SPILF. Tout à fait. D'accord, donc en pratique, il faut qu'on mémorise ce tableau de combinaison bactéries. Exactement. Et du coup, ce qui me fait rebondir sur le fait que, par exemple, en ouvrant le Vidal, cette notion, elle n'y apparaît pas. Ce qui nous pose la question à moi qui ne suis pas spécialiste, sur quel est mon document de référence sur les choix d'antibio et tout. Et du Alors, coup, ouais. je télécharge le document de la SPILF, quoi. Alors, c'est le document de Alors, pour la SPILF, il n'est pas en ligne celui-là, mais c'est celui, je vous ai mis le PDF, le lien internet pour le PDF, qui est le document du CSFM, SPILF voilà, de la Société française de microbiologie. Mais je ne peux pas vous le garantir, mais je pense qu'il y aura quelque chose sur le site de la SPILF également. Mais encore une fois, hein, quand on parle des quinolones, ça dépend du site infecté, hein. Il n'est pas question de traiter tous les staphs par quinolone à forte dose. La question, je vous dis, c'est de surtout se poser la question, est-ce qu'on a besoin des quinolones pour traiter le staph? Et encore une fois, en dehors de l'os, il faut vraiment se poser la question. Et donc, dans l'os, assez facilement, on va utiliser des fortes posologies. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà, hein, Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci beaucoup. Vanina, une question en un mot, et sinon, tant pis, entre guillemets, les recommandations, les durées d'antibiothérapie que tu nous as présentées pour prostatite, pyélonéphrite, pneumopathie, concernent aussi les personnes âgées? Est-ce qu'on inclut les personnes âgées dans cette durée d'antibiothérapie de 7 jours d'une pneumonie? Oui, puisque ce n'est pas un critère de sortie. Après, bien sûr, c'est des infections d'évolution favorable, donc il n'est pas question juste sur l'âge de ne pas utiliser ces durées. Je veux dire, il n'est pas question de traiter 21 jours une prostatite aiguë d'un homme âgé au prétexte qu'il est âgé, on reste sur 14 jours. Exactement. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci Vanina, ta présentation sera disponible donc sur le site de la SFMP et puis la vidéo bientôt.